Jean Cocteau. Sur les écrans de cinéma paraît son dernier film, qui est aussi son testament, le testament d'Orphée. Nous sommes allés chez lui à Saint-Jean-Cap-Ferrat. L'homme que nous voulions rencontrer, ce n'est pas le dandy illusionniste. Nous voulions un Jean Cocteau sans travesti et sans masque. Est-ce un homme sincère et entièrement dépouillé qui nous parle? À vous de juger. Jean Cocteau, puisque vous vous approchez de la sellette, je voudrais vous proposer de jouer au jeu de la vérité. Bien, je suis plutôt de la race des accusés que de la race des juges. Je suis de la race debout, mais je vais m'asseoir. Accusé, asseyez-vous. Allons. Vous avez écrit « Jamais homme ne fut environné de tant d'incompréhension ». Vous avez écrit aussi « Je suis un homme recouvert de légendes plus absurdes les unes que les autres ». Je suppose que ces légendes recouvrent un personnage profond, caché. Je suppose aussi que ces légendes vous ont desservi, qu'elles vous ont servi aussi. Elles m'ont desservi, mais elles m'ont servi, pour être juste. En ce sens que on a fabriqué un personnage qui n'est pas moi, et c'est ce personnage, souvent, qui reçoit les coups. C'est-à-dire que si on veut me brûler en place publique, on brûle une effigie de moi qui n'est pas ressemblante. Les légendes masquent un homme, et un homme profond. C'est celui-là que je voudrais interroger. Oui, là, il m'est difficile de vous répondre parce que cet homme profond, nous le connaissons très mal. C'est notre vrai moi. Il est caché dans les ténèbres, il nous donne des ordres, et souvent, nous faisons des bêtises, c'est-à-dire nous nous mêlons de ce qui ne nous regarde pas. Nous voulons travailler sans lui. Et c'est alors que nous commettons de graves erreurs. Vous m'avez dit que votre personnage profond était un personnage de solitaire. J'estime que la vraie solitude est au milieu de beaucoup de monde. Et la fausse solitude, c'est ce qu'on appelle la tour d'ivoire. Quelque chose de très, très ridicule. La tour d'ivoire, c'est la solitude qui se donne en spectacle. Généralement, un homme qui s'enferme dans la tour d'ivoire souhaite qu'un jour on dise qu'il était dans une tour d'ivoire. Tandis qu'un homme qui vit au milieu des autres et dans la solitude ne souhaite rien du tout. Vous avez dit de votre famille qu'elle était dilettante et touche à tout. Et vous-même, on vous accuse parfois de dilettantisme et de toucher à tout. Bien, parce qu'il est probable qu'on ressemble toujours à sa famille, mais c'est justement le dilettantisme de ma famille qui m'a trompé d'abord et qui m'a aidé ensuite. Ma famille était très, comment dirais-je, éclectique. Ma famille était éclectique. Elle écoutait avec le même plaisir Wagner et Gounod, par exemple. Et je n'avais, à mon avis, la grande position du poète, c'est de voir les choses sous un certain angle, toujours le même, et de s'habituer à voir les choses sous cet angle. Et il est très mauvais de sauter d'une chose à l'autre, sauf si par exemple vous sautez d'une branche à l'autre dans un seul arbre, qui est votre arbre généalogique. Alors quand on me reproche souvent de sauter de branche en branche, je vous répondrai que c'est dans un seul arbre. Et quand on me dit, mais pourquoi faites-vous des travaux en dehors de l'encre, par exemple, pourquoi faites-vous des tapisseries, pourquoi faites-vous de la mosaïque, pourquoi faites-vous de la poterie, eh bien, c'est parce que les moines font de la liqueur. Ma méthode de dessin ressemble beaucoup à l'improvisation du jazz. J'improvise avec les lignes et avec les couleurs. Les couleurs, vous ne les voyez pas, et je ne peux pas les employer aujourd'hui, comme par exemple Charlie Parker improvisait avec son saxophone. Ça n'a pas toujours été très bien compris non plus. Mais il y a dans le dessin une très grande jouissance. L'écriture, c'est du dessin noué autrement, et le dessin, c'est un autre emploi de l'écriture. Et quand je dessine, j'écris. Et peut-être que quand j'écris, je dessine. J'ai en quelque sorte tatoué cette ville-là
comme un corps humain des pieds à la tête. Mais pendant toute votre vie et à travers toutes sortes d'activités et d'attitudes, il me semble que vous avez constamment cherché à maintenir en vous l'état poétique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est pour vous cet état poétique dans lequel l'artiste crée comme sous une dictée? Eh bien, c'est le mariage du conscient et de l'inconscient. Et de ces noces terribles et bizarres naissent des monstres qui sont les œuvres. Monstres quelquefois exquis. Il y a là un équilibre très très difficile et que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Le concierge de la bouche est endormi et des mots sortent qu'on ne laisserait peut-être pas sortir si ce concierge n'était pas endormi. Il y a un état de somnolence qui n'est pas le sommeil et une sorte de vérité qui sort de nous et qui n'est pas le rêve, n'est-ce pas, qui n'est la rêverie. Les gens qui ne connaissent de vous et votre légende vous supposent frivole. Je déteste la frivolité, j'estime que c'est un crime contre l'esprit, et je déteste la fantaisie. La fantaisie, on passe toujours pour un fantaisiste. Par exemple, Rimbaud, jusqu'à il y a 2 ans, était fantaisiste dans le dictionnaire Larousse. Il ne l'est plus, et c'est moi qui ai hérité du terme. Alors, un poète, et pour les gens, c'est un fantaisiste. Or, le poète, c'est le contraire du fantaisiste. À vos yeux, quel est votre principal défaut? Eh bien, mon principal défaut, c'est le contrôle. Je voudrais le tuer en moi. L'intelligence est notre pire ennemi. Vous avez écrit « L'art ne vaut à mes yeux que s'il est la projection d'une morale, le reste est décoratif ». Pensez-vous que dans votre œuvre, vous avez réussi à éviter ce qui est simplement décoratif? Oui, dans la mesure du possible, oui. Je détesterais une œuvre pittoresque. C'est Mac Jacob a écrit « Le voyageur tombe à mort, frappé par le pittoresque ». Projection d'une morale. C'est pas une boutade. Vous dites projection d'une morale. Oui. Qu'est-ce que votre morale? Eh bien, une morale, c'est cette espèce de rectitude, de rigueur, de chaque minute, qui finit par faire un grand ensemble, n'est-ce pas? Pour achever cet entretien, j'aimerais vous poser 2 questions d'un ordre plus intime et, si j'ose dire, plus essentiel. La première est celle-ci. Avez-vous peur de la mort? Je n'ai peur que de la mort des autres. Pour moi, la vraie mort, c'est la mort de ceux que j'aime. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas peur de la mort, parce que j'ai été beaucoup plus longtemps mort que vivant. La deuxième et dernière question est celle-ci. Une fois dans votre vie, vous avez été tenté de vous convertir. Convertir est un mot inexact. Je suis d'une famille catholique, je ne pouvais pas me convertir. Je me suis approché de hautes intelligences catholiques. Aujourd'hui, vous arrive-t-il de songer, disons, à votre salut? Et si vous y songez, comment l'entendez-vous? Est-ce que vous me permettez de vous répondre par une anecdote? Bien sûr. L'anecdote est de Maritain, elle n'est pas suspecte. Une dame a volé des cerises quand elle était petite fille. Et elle a passé son existence à essayer de se faire pardonner ce vol. Et voilà qu'elle est une vieille bigote et qu'elle meurt. Elle apparaît devant le tribunal divin et elle est sauvée. Et quand elle demande pourquoi, on lui répond « C'est parce que vous avez volé des cerises ». Si nous voulons aller au fond de cette histoire, de cette anecdote, eh bien, nous dirons que c'était le seul geste spontané de cette dame. Et en ce qui concerne le salut, si tant est qu'il faille faire son salut, j'estime que le salut, c'est chaque seconde. Il faut essayer, à chaque seconde, d'être propre.